Aujourd'hui, c'est la dernière conférence de l'Université de l'Océan pour l'été. Ben oui, c'est triste. Nous avons été vraiment très heureux de vous accueillir aussi bien à l'Artistique qu'au CUM ces derniers mois. Ça a été vraiment une belle expérience avec toutes ces conférences pluridisciplinaires et on espère qu'on aura l'occasion de renouveler l'expérience avec d'autres thématiques et d'autres enjeux. On finit cet été, enfin on commence l'été en beauté, donc avec la conférence liée à l'exposition magnifique qui est actuellement visible au musée Matisse. Mais je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 9 septembre pour une conférence en lien avec l'exposition du musée Masséna sur le lien entre Nice, le littoral et la mer. Et donc je laisse la parole à Aymeric Jeudi. À bientôt. Bonjour à tous. Donc merci à tous d'être venus pour cette petite conférence cet après-midi où je vais revenir sur le parcours de l'exposition Matisse Méditerranée. Donc Matisse Méditerranée qui est présentée actuellement au musée Matisse jusqu'au 8 septembre. Donc on va balayer comme ça le parcours de l'exposition et j'espère que ça suscitera l'envie d'y aller ou même d'y revenir peut-être pour ceux d'entre vous qui ont déjà visité l'exposition. Et puis de rappeler à tous les Niçois métropolitains qu'on a un certain nombre de chefs-d'œuvre cet été au musée Matisse et qu'il faut vraiment en profiter puisqu'on a réuni, vous allez le voir, grâce à de nombreux partenariats avec des collègues étrangers, notamment européens, américains, un ensemble d'œuvres tout à fait significatif. L'exposition est ouverte depuis plus d'un mois maintenant, donc on a aussi un retour positif des visiteurs, ce qui est agréable. Et ce qui nous permet aussi de rebondir aujourd'hui dans cette conférence et de revenir sur les points saillants, peut-être plus marquants du parcours de l'exposition. N'hésitez pas, j'essaierai de ne pas être trop long pour garder un temps de parole pour des questions de façon générale, au-delà de l'exposition sur Matisse, Nice et la Méditerranée. Alors, le titre, je reviens d'un mot sur le titre de la conférence et le titre de l'exposition, Matisse Méditerranée, qui peut paraître un titre peu original. Néanmoins, vous allez le voir, et c'est pour ça qu'on a rassemblé un nombre d'œuvres importants pour donner justement de l'épaisseur, du corps et de la profondeur à cette entreprise. Le musée Matisse, bien qu'étant situé sur les rives de la Méditerranée, c'est globalement peu intéressé au rapport global de Matisse à la Méditerranée de son ouverture en 1963 jusqu'à aujourd'hui. Et cette question de la Méditerranée a été fragmentée et a été traitée de façon très parcellaire. Donc on a eu des expositions sur les grandes périodes, les grands mouvements, le fauvisme par exemple, pour ne citer que lui, des grandes expositions sur les années 30. On a eu des expositions sur des lieux géographiques spécifiques. Donc il y a eu des expositions sur Collioure, des expositions sur Saint-Tropez, des expositions sur Nice, mais finalement jamais de panorama assez général qui permettait d'embrasser cette ère civilisationnelle d'un seul coup d'œil et de montrer dans l'œuvre de Matisse aussi des permanences et des fils rouges. C'est aussi ça qui est intéressant dans l'exposition. L'œuvre de Matisse n'est pas faite que de ruptures et que de grandes fractures comme on a trop souvent voulu le montrer. Donc c'est ce qu'on s'intéresse, on s'intéresse à cette question aussi dans l'exposition. Et je profite pour signaler aussi qu'en termes d'exposition autour de Matisse et Nice, finalement, il y en a eu très peu. Les années 20 et ce qu'on appelle la première période niçoise dans l'œuvre de Matisse a été assez décriée au cours du XXe siècle par les historiens d'art, par les critiques, comme une peinture facile, bourgeoise, et donc ce qui a donné lieu à peu d'études scientifiques et peu d'expositions, alors qu'en réalité c'est une période très intéressante et beaucoup plus profonde qu'on ne le croit. Pour vous donner une idée, la seule et unique exposition qui a eu lieu sur les fenêtres, sur Nice et sur les fenêtres à Nice notamment, c'est une exposition en 1987 à Washington, et depuis il n'y a pas eu d'exposition majeure sur cette première période de Nice. Donc le côté méditerranéen et cette exposition autour de la Méditerranée était aussi une question importante pour moi parce qu'elle permettait de traiter justement du lien de Matisse et Nice, et on va le voir au fil du parcours.
aussi et beaucoup, on a cherché à montrer une sorte de paradis des peintres qui irait comme ça sur la Côte d'Azur, sur la Riviera, qui trouverait une sorte de science infuse, la lumière, etc., et qui se cantonnait en fait finalement presque à une peinture de villégiature. Et on a vraiment trop souvent forcé ce trait-là aussi. La découverte, et je prends le cas de Matisse du Sud, c'est quelque chose de violent, c'est un choc, c'est pas quelque chose de facile. Et il faut aussi, voilà, dans une exposition sur la Méditerranée, sur la lumière méditerranéenne, sur le choc méditerranéen, rappeler ça. Alors, dans la préparation de l'exposition, on relie toujours ces classiques, hein, Braudel par exemple pour la Méditerranée, Abulafia par exemple pour des, des références plus contemporaines. On oublie souvent qu'à la fin du texte, de l'immense somme de Braudel, il y a un texte de Georges Duby, qui est un médiéviste, vous le savez, qui s'intéresse à l'art moderne. C'est toujours intéressant quand les médiévistes s'intéressent à l'art moderne. Et Georges Duby dit, mais la Méditerranée, pour les peintres modernes, c'est quelque chose de violent, c'est la véhémence du temps, des orages, de la pluie, d'une lumière aveuglante, c'est la véhémence des parfums, des senteurs, etc. Et c'était une bonne finalement introduction à notre propos parce que quelqu'un signalait ce que Matisse a pu ressentir quand il arrive pour la première fois sur les rivages méditerranéens. Et puis enfin, pour finir cette introduction, la Méditerranée elle-même est une très belle métaphore de l'œuvre de Matisse. Hein, la Méditerranée, c'est une mer de métissage, c'est une mer d'hybridation, c'est une mer, on le sait, de contact depuis des millénaires. Et l'œuvre de Matisse est une œuvre hybride, une œuvre de métissage, une œuvre qui est issue de la curiosité immense de Matisse pour les civilisations anciennes, pour les civilisations lointaines. Et la Méditerranée va lui offrir cette médiation finalement vers les cultures de l'islam, vers les cultures de l'Extrême-Orient, jusque très loin. Mais la Méditerranée est aussi importante pour ça. Et je terminerai par une petite anecdote. Je rappelle aussi que Matisse est né au Cateau-Cambrésis en 1869, qu'il est un homme de la deuxième moitié du 19e, qui est né dans une industrie, dans une terre d'industrie textile, tisserande, Cateau-Cambrésis et Bohain, le village où Matisse a grandi, c'est le cœur de l'industrie lainière du nord de la France, des Flandres, qui fournissent notamment tous les grands magasins parisiens. Et il faut rappeler ça, puisque l'environnement de l'enfance de Matisse, ce n'est pas celui de la Côte d'Azur, et ce n'est pas celui-là même d'une deuxième moitié sud de la France, où voilà. Et donc on imagine assez bien après que sa découverte de la Méditerranée est une vraie découverte. Quand Matisse est adolescent, il a autour de 14 ans, et c'est un très vieil ami à lui qui raconte ça à la fin de leur vie. Il est resté ami avec un ami d'enfance de son village avec qui il va correspondre toute sa vie, le docteur Vassot. Et à la toute fin de sa vie, après la Seconde Guerre mondiale, le docteur Vassot lui rappelle une anecdote dans une lettre. Il lui dit, tu te souviens, à l'école, on devait, comme beaucoup d'écoliers qui font des expériences de chimie, rejouer l'éruption du Vésuve, et donc avec du soufre, etc., faire l'éruption du Vésuve avec un Vésuve en papier mâché. Et Matisse avait découpé à ce moment-là, dans une publicité, dans des papiers publicitaires, une vague bleue pour représenter la mer autour du Vésuve. Il avait découpé dans des images d'Épinal des petits personnages qu'il avait collés sur ce décor maritime. C'est anecdotique, mais c'est assez émouvant de se dire que déjà peut-être cet horizon méditerranéen était présent dès l'adolescence de Matisse, et on présentera la vague qu'il a réalisée plus de 50 ans après. Mais je m'arrête là pour l'introduction parce que je pense que je suis déjà trop long. Alors, il y a 8 chapitres dans mon PowerPoint et dans l'exposition. Un premier qui est consacré aux rivages et aux baigneuses arcadiens, à la baigneuse et au mythe de l'âge d'or. Matisse, il est pétri d'une culture extrêmement classique. J'ai rappelé quelques éléments de son enfance. Il a une formation de peintre
tardive. Matisse se met à la peinture de façon tardive, hein, autour de la vingtaine, et il va se former dans les académies, à l'École des Beaux-Arts de Paris, auprès des grands maîtres. Et donc il a une culture extrêmement académique, une culture essentiellement héritée du 19e siècle, et depuis la Renaissance, telle qu'on enseigne l'histoire de l'art, c'est-à-dire la perspective, l'académisme, le dessin d'après modèle, etc., etc. Et donc, il est pétri aussi de cette culture-là quand il rentre dans sa vie de jeune artiste. C'est aussi important pour comprendre à quel point son œuvre est radicale par la suite. Vous avez ici, et je souligne, on a la chance d'avoir de très beaux prêts du Centre Pompidou, puisque vous le savez, le Centre Pompidou à Paris est fermé pour une période de plus de 5 ans, ce qui nous permet d'enrichir considérablement notre collection par des prêts de très beaux Matisse. Vous avez ici Luxe, calme et volupté. Alors on est en 1904, Matisse répond à l'invitation de Paul Signac d'aller à Saint-Tropez, et donc vous avez en fait ce paysage qui est aussi bien hérité justement de cette Arcadie, de cet âge d'or qu'on a tant peint au XIXe siècle dans de grandes fresques, par exemple pour les monuments publics. C'est à la fois un déjeuner sur l'herbe, c'est à la fois la littérature du XIXe, Mallarmé, Baudelaire, que Matisse affectionne particulièrement. Le titre de l'œuvre, évidemment, Luxe, calme et volupté, est directement inspiré du poème de Baudelaire. Et vous avez cette première expérimentation totalement radicale pour lui, le pointillisme, le divisionnisme, une technique qui va assez rapidement abandonner. Ça ne dure que le temps d'un été. Et vous avez finalement dans cette première œuvre que je monte ici, le symbole de cette hybridation, de cette influence des styles, de cette culture à la fois très ancienne, de cette radicalité nouvelle qu'on met dans une iconographie assez traditionnelle. Donc il y a comme ça un grand chapitre introductif avec Luxe, calme et volupté. Bon, il y a ici un dessin préparatoire, c'est très important. Matisse va travailler beaucoup sur les pins méditerranéens, et on aura l'occasion la découverte de le voir. La découverte de la Méditerranée, pour Matisse, c'est avant tout une découverte du végétal et des plantes et de l'herbier méditerranéen. Une autre grande toile qui nous est prêtée par le Centre Pompidou, le Luxe 1. Je rappelle que Matisse va beaucoup sillonner, on va le voir, la Méditerranée. En 1907, il découvre l'Italie. Il découvre le nord de l'Italie, les églises peintes, Giotto, d'autres grands maîtres italiens, primitifs notamment. Ça se voit un peu, ici vous avez des grands aplats de couleurs qui apparaissent, on n'est plus du tout dans le pointillisme par exemple, et donc on est très inspiré de la fresque italienne. On est en 1907, on est à Collioure, je vais revenir de façon plus précise sur le cheminement de Matisse en Méditerranée, et là encore vous avez ces femmes qui sont des sortes de géants primitifs, qui sont à la fois issus des mythes d'Aphrodite, de Vénus, qui sont placés dans ce décor de Collioure, et qui font référence en fait aussi bien à des temps très anciens que une nouvelle fois au 19e et à tout ce que cette période a pu charrier comme iconographie. Et enfin, un prêt tout à fait exceptionnel, les Baigneuses à la tortue. Je signale que c'est une œuvre qui n'est pas venue en France depuis 1993. Elle est présente cet été au musée Matisse. Vous avez là, en 1907-1908, une œuvre tout à fait radicale où, là encore, on retrouve ces corps de femmes stylisées. Notons qu'à cette même époque, Matisse commence à découvrir l'art africain, l'art océanien. Évidemment, c'est très perceptible dans cette peinture. Et puis, une sorte de triptyque qui se met en place, le vert, bande de vert méditerranéen, le vert de la végétation, une bande de bleu pour la mer et une bande de bleu pour le ciel. Et si vous avez en tête d'autres grandes œuvres de Matisse de la même époque, la danse, la musique par exemple, il y a une sorte d'installation qui se fait avec cette sorte de triptyque coloré. Et puis évidemment dans cette œuvre, la tortue, qui est un animal ancestral par excellence et qui là encore renvoie à des temps très anciens. C'est la seule peinture de Matisse, dans toute la peinture de Matisse, où on peut voir une tortue.
une radiographie de l'œuvre. Donc c'est une œuvre qui est conservée par le musée de Saint-Louis aux États-Unis, dans le Missouri. Alors c'est une œuvre qui a au-delà. Alors c'est une œuvre qui a fasciné des générations d'historiens d'art, des générations de maticiens. C'est probablement l'œuvre la plus énigmatique de Matisse. Elle est aussi importante pour son histoire. C'est une œuvre qui va faire partie de la vente d'art dégénéré de Lucerne en 1939. Matisse est très tôt identifié par le régime nazi comme un artiste dégénéré. Une grande vente a lieu en Suisse donc en 1939 et son fils Pierre Matisse, qui est déjà galeriste reconnu à New York, vient et achète l'œuvre pour le compte de Joseph Pulitzer, qui importe l'œuvre aux États-Unis et qui la donnera quelques années après au musée de Saint-Louis aux États-Unis. L'œuvre est passée en radiographie il y a quelques temps, quelques mois avant l'exposition. Et donc vous voyez dans la sous-couche picturale des motifs de bateaux. Matisse avait peint des petits bateaux, des petits voiliers, et finalement, il le dira lui-même, d'un geste, il décide de les effacer et de radicaliser en fait de façon très accrue la peinture. Et vous voyez aussi le personnage central, notamment, qui bouge beaucoup de place. La Méditerranée, le territoire méditerranéen pour Matisse, c'est une terre d'expérimentation. Encore une fois, Matisse n'est pas un villégiateur en Méditerranée, il ne va pas en vacances sur la Côte d'Azur, il ne va pas en vacances à Saint-Tropez, à Collioure ou en Corse. Il est là pour expérimenter des choses, il est là pour travailler, et donc c'est vraiment une terre d'expérimentation, et il faut le souligner. Un petit torse accroupi de la collection, peut-être que vous connaissez, même année. Si vous comparez ce petit torse en sculpture et la baigneuse ici, c'est exactement la même chose. Matisse, dans la terre de la sculpture, quand il moule la terre, décide de couper les bras, de couper la tête, de réduire ce corps vraiment à l'essentiel. Une sculpture qu'il affectionne beaucoup. Il dit lui-même, je peux la tenir dans le creux de la main et du coup sentir ce modelé du dos notamment. Vous pourrez voir le dos tout à l'heure qui a une importance particulière dans d'autres œuvres de Matisse, comme ici dans la Grande Baigneuse, donc la Grande Baigneuse à Cavalière qui nous est prêtée par le MoMA. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, j'aurais dû le dire tout de suite, Matisse adore la mer. Matisse adore la mer. Il adore nager et il adore être immergé dans la mer. Et donc pour lui, il y a un rapport charnel physique à l'eau qui est très important et qui va avoir une importance dans son œuvre. Beaucoup d'artistes du début du 19e ne savent même pas nager. On est là dans une expérimentation très empirique de l'eau. Dès 1908-1909, Matisse envoie plein de cartes postales très rigolotes à tous ses amis, où il se montre en train de faire de la plongée, en train de nager, le modèle en train d'attendre sur un rocher parce que lui est en train de nager. Donc on connaît un peu après beaucoup plus son rapport à l'eau, par exemple en 1930 quand il va à Tahiti, etc., parce qu'il en parle beaucoup plus, mais c'est dès les débuts du siècle, et c'est vraiment, ça aura une importance particulière, on le verra quand on évoquera tout à l'heure la piscine. Mais c'est un peintre qui aime l'eau, qui l'expérimente, qui aime voir le mouvement de l'eau, le mouvement des vagues, le roulis, écouter même le roulis des vagues, et ça c'est très important. Matisse est un artiste polysensoriel. Donc une étude pour le nu. Vous voyez donc ici Matisse en maillot de bain. C'est la seule photo de Matisse en maillot de bain qu'on a pu trouver. Avec les Stein, ses amis et collectionneurs, ici dans le sud de la France. Donc Jean, son fils, moi, Pierre et la famille Stein. Donc voilà, c'est aussi pour dire qu'il y a une pratique quotidienne. J'y reviendrai dans le cas de Nice, mais la pratique de la nage devient presque une pratique nécessaire à l'acte de peindre à un certain moment de la vie de Matisse. Alors, ce qu'on appelle en histoire de l'art, l'archaïsme, toutes les références à l'âge d'or, etc., une forme de primitivisme chez Matisse s'inscrit aussi dans l'exploration de nouvelles techniques, de nouveaux médiums. Ici, vous avez par exemple la seule sculpture en taille directe sur bois de Matisse, une figure de danseuse. Alors la figure de la danseuse est
de la baigneuse chez Matisse est très proche. À la même époque, il y a des danseuses, des baigneuses qui ont les mêmes mouvements du corps. Tout ça se fait de façon concomitante. Alors c'est la seule œuvre sur bois de Matisse, dans toute l'œuvre de Matisse, et elle appartient à la ville de Nice. D'autres travaux, en céramique notamment, ici un vase de 1907, et un petit bateau en assiette. Si vous avez en mémoire le petit bateau que je vous ai montré dans la radiographie des baigneuses à la tortue, vous retrouvez quasiment ici ce même voilier qui deviendra, dans les gouaches découpées 50 ans après, juste un triangle blanc dans certaines œuvres. Et une autre figure de baigneuse, par exemple, ici en assiette. Il y a très peu de céramique de Matisse. En dehors des grandes commandes de céramique qu'il recevra à la fin de sa vie et dont les cartons sont des gouaches découpées, le travail direct sur la céramique est plutôt lié à l'année 1907 et sa rencontre avec Mété, le céramiste. Un autre panneau en céramique, lui aussi issu de la collection du musée, qui est une commande pour un commanditaire allemand qui lui commande un grand triptyque autour de la danse. Alors, il y a cette question de la figure de la baigneuse. On a vu la baigneuse archaïque, ancienne. On verra tout à l'heure une baigneuse beaucoup plus moderne, celle des gouaches découpées. Mais en attendant, on va retracer l'itinéraire méditerranéen de Matisse. La découverte de Matisse, elle se fait en Corse. On l'oublie parfois parce qu'on a souvent en mémoire les voyages à Saint-Tropez, à Collioure, puis dans le sud de la France. Je suis désolé, je me tiens très mal parce que j'ai du mal à orienter le micro. La Corse, 1898, voyage de noces d'Amélie et d'Henri Matisse, et donc découverte d'Ajaccio et des environs. Et c'est un moment fondateur. Matisse va découvrir, là vraiment, il écrit pendant plusieurs mois à tous ses amis son amour pour la Corse et pour ce qu'il y découvre. C'est véritablement un choc. Il emploie lui-même le terme de choc. Imaginez ce Matisse Ducato qui a passé 10 ans à Paris dans les académies, à copier les maîtres flamands du Louvre. Enfin, on est quand même dans une palette qui est plutôt sombre. Quand vous copiez le Christ mort de Philippe de Champagne, on n'est pas dans l'éclat de la Méditerranée. Et donc il arrive, voyage de noces, Ajaccio, il loue une petite maison sur place, et pour lui c'est un éblouissement total. Évidemment, la lumière, on le sait, mais pas seulement. Matisse est beaucoup intéressé au rapport des choses, et donc ce qui l'intéresse, c'est aussi la lumière dans les arbres, la lumière dans les fenêtres, les rideaux, etc. C'est les jeux de lumière qui l'intéressent. Et puis la découverte d'une végétation totalement nouvelle pour lui. S'il y a des gens qui connaissent le Cambrésis, évidemment, vous n'avez pas des oliviers qui poussent dans la campagne de Cambrai. Et donc des arbres comme l'olivier, avec des troncs très sinueux, avec des formes vraiment nouvelles pour lui, vont le fasciner. Vous voyez ici un petit olivier en Corse, avec un travail très important sur le tronc, un travail très important sur le noir. Le noir est très important dans l'œuvre de Matisse. Et puis déjà, un léger abandon de la perspective. Il y a déjà quelque chose qui se met en place à ce niveau. Je le souligne, Matisse n'est pas un peintre de marine. Matisse n'est pas un des peintres du 19e, par exemple, qui va passer son temps à être sur les ports et à représenter les ports ou les paysages de bord de mer. La mer chez Matisse, ça structure le tableau, ça structure une toile, ça donne des lignes, etc., une ligne horizontale en l'occurrence, mais ce n'est jamais le sujet maître du tableau, en tout cas de façon très rare. Vous voyez ici un autre paysage corse avec une mer en Corse, une palette très mauve aussi qui apparaît dans la palette de Matisse. Donc, on l'a entreaperçu avec luxe, calme et volupté. Vous avez ici un petit paysage, un petit port de Saint-Tropez justement.
toujours des éléments structurants. Le mât des bateaux va devenir un élément de verticalité très important dans les peintures méditerranéennes de Matisse, comme la fenêtre, par exemple, la persienne ou le volet d'une fenêtre deviendront des éléments très structurants dans la peinture de la période niçoise. Je tiens à préciser, on a beaucoup de prêts de grandes institutions, de grands musées dans le monde. On a aussi énormément travaillé avec les maisons de vente pour retrouver beaucoup de toiles en collection particulière. Et donc on présente aussi beaucoup de Matisse comme celui-ci qui sont dans des collections particulières. Et donc il faut voir, puisque pour certains, là encore, ils ne sont pas ressortis depuis quelques années. Alors un tableau de tout petit format, hein, je tiens à préciser que quand on fait une conférence, tous les tableaux ne sont pas à la même taille. Il s'agit ici d'une toute petite huile sur toile de 19 sur 24 cm, d'un crépuscule de Saint-Tropez. Vous voyez aussi, on retrouve cette structuration très horizontale et des paysages de crépuscule, de nuit, qui sont assez rares chez Matisse. Collioure 1905 et l'ancrage du fauvisme. On a vu Matisse essayer à des essais de divisionnisme. Alors il abandonne ça très vite, il trouve ça presque trop scientifique, trop technique, trop fastidieux en fait. Il faut savoir qu'à l'époque, Signac, au-delà de sa propre œuvre, publie des théories sur la couleur, sur le chromatisme extrêmement importants qui font vraiment école chez les peintres du début du 19e. Et donc on expérimente aussi toutes ces techniques de façon parfois plus ou moins longue. Matisse, très vite, se tourne vers l'aplat de couleurs plus grand que le seul point. Et on a ici un exemple assez probant avec la Moulade. On est donc à Collioure ici, où on a des grands aplats de couleurs, une palette très réduite, c'est quelques couleurs, c'est souvent moins d'une dizaine de couleurs. Et puis de la réserve de toile, donc de la toile qui n'est pas peinte. Vous le voyez ici, par exemple, dans les jointures. Et justement, de façon volontaire, il n'y a pas de jointure. On laisse la réserve apparente parce que ça donne une luminosité, en fait, aux blocs de couleurs. Et donc, ces blocs, qu'on dit blocs lumineux, du coup, donnent vraiment la toute-puissance au tableau. Encore une fois, une œuvre qui fait 28 sur 35. Donc, c'est une œuvre de petit format, mais c'est des œuvres de petit format que vous pouvez mettre sur un très très grand mur et ça tient. Il y a aussi dans toute l'œuvre de Matisse et dès les débuts cette volonté de l'extension de la surface, de la sortie de la peinture de chevalet et vraiment d'une peinture qu'on appellera décorative, mais pas au sens péjoratif du terme, mais qui envahit l'espace et qui est vraiment une marque de fabrique de Matisse. On présente aussi dans l'exposition un ensemble d'aquarelles de Collioure. L'aquarelle, c'est quelque chose de très rare chez Matisse, c'est une technique qu'il utilise très très peu. Matisse est plutôt un peintre d'atelier, donc il utilise plutôt l'huile, et donc on a présenté ici dans l'exposition 5 aquarelles, qui représentent toujours la Moulade et le port de Collioure. Là encore, enseignement de Signac qui lui dit: si tu veux prendre sur le motif, si tu veux peindre vite au bord de la mer, fais de l'aquarelle et fais des petits dessins en aquarelle. Donc on est content d'en avoir réuni 5 pour l'exposition. Alors le fauvisme est souvent cantonné à l'année 1905 parce qu'ensuite il y a le salon de 1905, c'est là où il y a la dénonciation du critique Vauxhall qui dit c'est les fauves, etc. Et en réalité, c'est une période beaucoup plus longue. Les séjours à Collioure, c'est de 1905 jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, donc jusqu'à 1914. Donc c'est quand même une période d'expérimentation assez longue. Et enfin, une dernière toile très fauve, la Plage Rouge, qu'on est content d'avoir également au musée cet été. Toujours le port de Collioure, toujours le mât des bateaux, toujours cette petite bande de mer qui va structurer la toile par cette touche horizontale. Et puis cette plage rouge qui est assez caractéristique de ce qu'est la peinture d'émotion, de ce qu'est la peinture de sentiment pour Matisse. Dès le début où Matisse présente cette œuvre, on lui dit pourquoi elle est rouge, pourquoi tu ne l'as pas fait en ocre, pourquoi le sable n'est pas jaune, etc., etc. Et Matisse répond lui-même: j'ai essayé de la faire en jaune, j'ai essayé de la faire plusieurs fois, j'y suis revenu plusieurs jours de suite, et finalement, mon sentiment, c'est qu'elle est rouge. Et
Matisse a toujours et toute sa vie voulu s'affranchir du sujet, hein, et de la copie, de la nature, etc., et peindre ses émotions et ses sentiments. Je rappelais la véhémence du soleil en été sur la Côte d'Azur, et on la ressent bien en ce moment. Matisse découvre Saint-Tropez et Collioure à l'été 1904 et à l'été 1905. Pour lui, la torpeur de la chaleur le rend vraiment, l'incommode énormément, et donc il souffre énormément de la chaleur. Et je ne l'ai pas dit, mais peut-être que voilà, j'ai une raccommodeuse de filet ici. Matisse arrive dans des zones qui ne sont absolument pas ce qu'elles sont aujourd'hui, Collioure, Saint-Tropez ou Ajaccio, en 1898 et au début du siècle, évidemment. C'est pas le port de Saint-Tropez actuel, c'est pas des villes de villégiature, c'est pas des villes de tourisme, c'est des ports vraiment très anciens qui ont gardé une culture, une tradition orale presque ancestrale. Collioure, quand Matisse arrive, c'est 180 sardiniers qui rentrent quotidiennement de la pêche à la sardine ou aux anchois, avec une dizaine de marins dessus. Donc vous avez d'un coup une sorte de milliers de marins qui déboulent sur la plage, sur le port de Collioure, avec les femmes qui arrivent pour le retour de la pêche, qui chantent, il y a quand même chez Matisse quand même une observation en fait de toute cette vie locale qui est très très importante pour lui, y compris d'un point de vue technique. Matisse est passionné par la technique, et donc regarder les raccommodeuses de filets, les gens qui réparent les bateaux, etc., pour lui, c'est un intérêt tout particulier. Matisse, c'est quelqu'un qui est vraiment, évidemment, la vue a beaucoup d'importance pour lui, mais l'odorat, le toucher, de la même façon, quand il arrivera à Nice à la fin des années 10, le cours Saleya que Matisse connaît au début des années 20 quand il s'y installe, c'est un très grand marché aux poissons, c'est un très grand marché aux fleurs, c'est un très grand marché paysan, artisanal, qui n'a pas grand-chose à voir avec le marché actuel. Et donc il est aussi au cœur des sonorités, des senteurs méditerranéennes, et ça a une importance pour lui. Portrait de Derain ici et de Madame Matisse de la collection, hein, que vous connaissez. Le fauvisme, bien sûr, ce n'est pas que en paysage, c'est aussi dans la figure. La série des portraits de Madame Matisse, hein, qui fait absolument scandale et qui sont à l'origine vraiment de la critique virulente dont Matisse fera preuve. Hein. Une femme comme ça, avec un visage éclairé seulement par quelques taches de couleur, de surcroît de couleur verte, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau et de totalement anticonformiste. J'ai évoqué le voyage en Italie, un des voyages en Italie en 1907. En 1906, Matisse découvre l'Algérie. En 1910, il découvre l'Espagne. En 1912, le Maroc. Je lutte ardemment pour qu'on oublie le Matisse du Régina dans son fauteuil roulant. C'est une image qui est vraie, mais c'est une image qui a été popularisée par la presse des années 50 et notamment par la presse d'après-guerre, en fait, qui glorifiait le héros national Matisse dans son atelier du Régina. Et donc on a souvent dans l'imaginaire collectif une sorte d'image un peu immobile de Matisse. Matisse est quelqu'un qui voyage, qui fait le tour du monde, qui traverse les États-Unis en train, qui va en Polynésie en bateau de pêche, qui voyage dans le pourtour méditerranéen comme aucun autre artiste à son époque ne voyage. Si on compare avec Picasso, par exemple, Picasso voyage beaucoup moins que Matisse, par exemple. Et là, on est sur le cas de la Méditerranée, mais c'est évidemment beaucoup d'autres villes en Europe, jusqu'en Russie. Matisse est quelqu'un de très mobile. Il y a très peu d'œuvres peintes au Maroc qui sont disponibles, notamment dans les collections françaises. On a la chance d'en avoir 2 dans l'exposition, et notamment cette vue de Tanger. De la même façon que quand Matisse arrivera à Nice plus tard, il arrive à Tanger sous la pluie. Il y a des hivers pluvieux au Maroc également. Et donc, on a cette très belle vue de Tanger. On n'est plus tout à fait dans une palette fauve. Hein. C'est moins rouge, moins orange que ce que vous avez vu, par exemple, précédemment. On retrouve une tonalité plus verte, plus mauve, et toujours des blocs de couleurs et de la toile laissée libre qui rend
très lumineux en fait tout cet espace. Le Maroc, c'est la découverte évidemment des arts de l'islam qui le passionnent, les textiles, les objets. Alors Matisse découvre les arts de l'islam bien avant son voyage en Algérie ou au Maroc. Matisse fréquente beaucoup les musées, visite beaucoup de musées, d'expositions dès le début du siècle, donc il est familiarisé avec tout ça, il lit beaucoup, il a une bibliothèque assez importante, mais finalement là il va pouvoir aussi faire l'expérience directe du topos un peu des arts de l'islam. Et sa culture de l'islam, là encore, elle est assez hybride. C'est aussi bien les odalisques d'Ingres, de Delacroix, là encore de la peinture du 19e, que les odalisques des studios de la Victorine en 1920 qui rejouent des grandes scènes orientales, etc. Tout ça se confond aussi dans des univers qui sont très théâtraux et très fabriqués aussi. Un petit port de Marseille, ici en 1917, pour symboliser le voyage, grand voyage vers Nice. Matisse, vous le savez, attrape une bronchite en décembre 1917 lorsqu'il est à Marseille. Finalement, plusieurs amis lui conseillent de se rendre à Nice pour prendre le bon air. Et donc, il écrit à ses amis en disant « Je me rends à Nice et je ne sais pas très bien ce que je vais y trouver là-bas et combien de temps je vais y rester. » Et finalement, il est mort en 1954. Arrivé à Nice avec un tableau de la collection que vous connaissez, Un Tempête à Nice, on retrouve un peu les mêmes ciels qu'au Maroc, avec beaucoup de mauve, avec beaucoup de bleu. C'est un paysage de tempête. C'est assez intéressant. On commence à voir apparaître les balustrades des balcons des premiers hôtels que Matisse fréquente. Je vais y revenir. Et aussi une certaine des obliques avec des diagonales. La promenade des Anglais lui sert aussi à introduire cette diagonale dans la peinture. Et un cap d'Antibes, là encore, qui n'est pas un cap de très beau temps, mais qui est à la Tate à Londres et qui est important de souligner parce que l'arrivée à Nice, pour Matisse, là encore, c'est source d'une grande mobilité. Quand Matisse arrive à Nice, il achète une voiture, il va de Monaco à Antibes en passant par Menton, l'arrière-pays, etc. Il sillonne en fait la Côte d'Azur et même la vision en fait qu'il a depuis son automobile est très importante parce que c'est une vision cinétique. Il y a quelque chose de très cinétique quand on est en voiture et qu'on regarde le littoral et la mer défiler. Et Matisse, qui est un fou de cinéma évidemment et d'images en mouvement, va adorer faire ça. Donc vous avez ici Marguerite, sa fille, en manteau écossais. Je fais une parenthèse pour les gens qui auraient l'occasion d'aller prochainement à Paris. Il y a une très belle exposition sur Marguerite Matisse au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et une dernière image peut-être ici pour cet itinéraire méditerranéen jusqu'à Nice qu'on va creuser un peu plus. La bataille des fleurs, qui est une très grande huile sur toile qui vient de Cleveland. Matisse, de la même façon qu'il n'est pas un peintre de marine, n'est pas un peintre du pittoresque. Et donc le pittoresque et les scènes de carnaval, par exemple, à Nice, ne l'intéressent pas beaucoup. Mais il profite d'une séance de peinture dans l'atelier de l'hôtel de la Méditerranée et d'un moment où les modèles, donc sa fille Marguerite et son modèle niçois Henriette, sont dissipés par le bruit de la bataille de fleurs pour sortir en fait sur le balcon, installer les deux modèles sur le balcon et finalement peindre cette bataille de fleurs. Ça, c'est la dernière. En fait, ça donne lieu à 5 grandes toiles, 5 huiles sur toile de la bataille des fleurs de 21 à 23, donc sur deux années. Là encore, vous retrouvez toujours cette mer. Alors le palmier, je ne l'ai pas signalé, il a commencé à faire son apparition. Vous avez pu le voir dans d'autres peintures. Ça va devenir un des grands motifs aussi de la peinture méditerranéenne chez Matisse. Et toujours cette promenade des Anglais qui vient vraiment structurer en diagonale la peinture. Et le volet ici, vraiment, qui vient fermer cette peinture de façon verticale. Vous aurez reconnu évidemment la jetée promenade ici dans cette peinture de 1923. Donc ce sont des grands chefs-d'œuvre de Matisse qui
malheureusement ne sont pas dans les collections du musée de Nice. En l'occurrence, cette bataille de fleurs ici fait partie de la collection du musée de Baltimore. Le musée de Baltimore, c'est une des plus grandes collections Matisse, qui a été constituée par les sœurs Cohn, qui sont des grandes héritières industrielles, qui se sont mis à collectionner Matisse dès les tout débuts du siècle et qui ont collectionné Matisse de façon abondante et qui ont ensuite légué tout leur héritage au musée de Baltimore. Et un petit dessin de la collection qu'on expose de façon assez exceptionnelle. C'est un dessin fragile, donc qu'on expose peu au musée de l'arrivée à Nice. Alors vous avez à peu près tout de la carte postale niçoise, le pointu avec Nice, le palmier, la mer, l'ouverture des ponchettes et les marchandes de poissons. Et vous pouvez noter les petites têtes ici des poissons. Là encore, Matisse, sur le cours Saleya, il descend de chez lui et il est au contact des marchandes de poissons et de tous les gens qui sont sur le cours Saleya. Dans le catalogue de l'exposition, on a mis en toute fin, il y a un petit bonus avec une recette de risotto par Matisse. Matisse aime manger, Matisse est un épicurien et Matisse même a un rapport à la nourriture très important pour sa peinture. Il dit, si je veux représenter des huîtres, il faut d'abord que je les mange parce qu'il faut que je sente l'huître et son aspect pour pouvoir mieux la représenter. Et une odalisque de la collection, je l'évoquais tout à l'heure, cette figure de l'odalisque qui est aussi, elle, hybride, va être le grand sujet de la peinture niçoise et très très importante. Alors les odalisques, c'est parmi les œuvres les plus décriées dans l'œuvre de Matisse. Vraiment, tout le monde dans les années 20 trouve ça absolument abominable. On dit de Matisse que le fauve s'est transformé en chaton, qui fait vraiment une peinture médiocre, qui n'est plus du tout une peinture d'avant-garde révolutionnaire. Bon, on revient quand même de façon assez large sur ces considérations. Là encore, le motif est extrêmement important. C'est la mise en place de toute l'esthétique décorative. L'abandon total de la perspective ici est assez flagrant. Et donc, c'est des peintures qui sont assez importantes. On essaiera, j'espère, dans les prochaines années, de faire une exposition sur les odalisques. Mais on en aura l'année prochaine, puisque je fais une incise, on présentera l'année prochaine une exposition qui est consacrée à un dialogue entre Matisse et Yves Saint-Laurent, et où l'aspect textile, en fait, est très important, et on retrouve cet aspect textile beaucoup dans la peinture des années 20. Et une petite anecdote, Matisse, je le disais, adore la mer. Il fréquente assidûment le club nautique, il nage tous les matins à Nice. Il fait du hors-bord aussi, vous le voyez ici dans un bateau à grande vitesse. Vous reconnaissez la réserve juste derrière. Donc il y a comme ça une découverte et une pratique quotidienne de la mer à Nice qui va devenir assez importante pour Matisse. On lit encore assez souvent que Matisse est à Nice de façon très sporadique, éphémère. Je rappelle, on l'a vu, il y arrive en 1917, il y meurt en 1954. Matisse, dans les années 30, il passe 11 mois et demi de l'année sur 12 à Nice. Je veux dire, et c'est une ville, là encore, où il habite, où il crée. Et c'est important de le souligner, il a une vie quotidienne à Nice. Alors vous le verrez dans l'exposition, ici une vue d'exposition où on présente une cartographie méditerranéenne. C'est simplement pour signaler aussi la ressource qu'on emploie pour préparer ces expositions, les lettres, la correspondance, les cartes postales. On a la chance que Matisse est un artiste qui écrit beaucoup, et donc on a beaucoup d'informations directes en fait et de témoignages directs de lui-même d'abord. Alors, il y a un chapitre sur le bocal de poisson rouge et tout ce que ça évoque chez Matisse. Au-delà du motif, évidemment, marin qu'on va retrouver dans l'œuvre de Matisse, Matisse découvre le poisson rouge au Maroc. C'est quelque chose qui va le fasciner, en fait, la lumière, la couleur rouge or du poisson qui bouge dans le bocal est quelque chose de tout à fait attractif pour lui. Et au-delà, en fait, c'est la contemplation, c'est la méditation. Et Matisse a réfléchi très très tôt à la position du peintre et à sa propre position par rapport au spectateur, au regardeur. Et il dit, voilà, moi j'ai conscience de, quand je peins, ce qui se passe devant moi, derrière moi, autour de moi.
Et donc, pour lui, la métaphore du poisson rouge est assez importante parce que il se voit lui-même comme dans un bocal de poisson rouge en ayant conscience de tout son environnement et de tout ce qui se passe autour de lui. Et pour lui, tout ça ne forme qu'un espace mental. Donc cette petite incise sur le poisson rouge, parce qu'après on va venir à la fenêtre à Nice, et c'est peu ou prou la même chose en fait, donc c'était important de le rappeler. Et on l'évoque dans l'exposition avec une très belle série d'eau forte de 1929. C'est une très grande série de 107 eaux fortes, de tout petits formats. Ce sont des tout petits formats, parfois de format presque carte postale, portant aussi de comprendre le rapport et les travaux de différentes échelles chez Matisse, donc une série de modèles dans l'atelier qui observent des poissons rouges, et de même que la transparence du verre de l'eau l'intéresse, le reflet aussi du miroir, ici un miroir vénitien de la collection personnelle de Matisse, qu'on présente aussi dans l'exposition. Vous le savez, le musée Matisse conserve la collection d'objets, le fond d'atelier, et l'ensemble des objets qui environnaient Matisse. Et donc c'est aussi les expositions l'occasion de présenter ces objets. Et un dernier poisson ici, qui n'est plus un poisson du bocal de poisson rouge, mais qui est un dessin préparatoire pour le vitrail au poisson de la chapelle de Vence. C'est pas un vitrail qui fait partie de la grande série de vitraux, c'est le vitrail de la porte d'entrée qui est à droite de la porte quand le visiteur sort de la chapelle en fait. Et donc c'est des très beaux dessins à l'encre. Matisse va vraiment explorer à la fin de sa vie, on va y revenir, tout le bestiaire marin, y compris jusque dans la chapelle. Alors bon, évidemment le poisson, ça fait partie de l'iconographie et de l'ictus chrétien, mais pas seulement, hein. Il dit lui-même de ce poisson: je veux que les visiteurs qui sortent de la chapelle aient voilà, ce poisson jaillissant, et que ce soit une source d'allégresse pour les gens qui sortent de la chapelle. Et le poisson qu'on retrouve jusque sur les nappes de l'autel de la chapelle de Vence. Donc il y a aussi des dessins préparatoires pour la nappe. Alors j'en viens au sujet qui nous intéresse particulièrement, celui des fenêtres à Nice, ici avec un tout petit dessin qu'on présente dans la collection, dans l'exposition en introduction de cette section. Comme le poisson rouge, Matisse dit lui-même: la voile du bateau qui est au loin au large de Nice, elle n'est pas au loin au large de Nice, elle est dans le même espace que moi, elle est dans l'atelier, elle fait corps avec moi-même, et tout ça, c'est mon même espace de travail. Et donc chez Matisse, la fenêtre, c'est pas la fenêtre classique de l'histoire de l'art, avec une fenêtre qui encadre un monde extérieur. C'est une fenêtre qui est une médiation, et c'est une fenêtre qui est vraiment un trait d'union justement entre l'atelier, entre le dedans et le dehors. Et on a comme ça la construction d'un espace unique. Alors, c'est assez beau, hein, c'est un dessin où vous avez absolument tout Matisse en quelques traits de plume, avec le voilier, la persienne et le palmier. Il y a une première grande fenêtre dans l'exposition, le violoniste à la fenêtre. On est vraiment à l'arrivée de Matisse à Nice, donc une très grande œuvre qui nous est prêtée par le Centre Pompidou. N'oublions pas que Matisse arrive à Nice en 17, hein, on est encore pendant la Première Guerre mondiale, hein, donc on est encore dans une période évidemment très troublée, pour Matisse. Et donc Matisse, pendant la guerre, peint beaucoup de grands formats de cette veine-là, avec des choses très carrées, très géométriques, comme on peut le voir là, évidemment. Le violon, vous le savez, a une importance pour Matisse, qui est lui-même musicien, hein. Et c'est pas seulement important pour la représentation de l'instrument dans la peinture, mais Matisse conçoit sa propre création comme une composition musicale. Matisse est hanté par la peur de devenir aveugle, et donc il va vraiment expérimenter le violon, parce qu'il dit: si jamais un jour je deviens aveugle et que je peux plus peindre, au moins je saurais jouer de la musique et je pourrais toujours continuer en fait à être artiste. Deux très belles fenêtres ici, donc le grand intérieur à Nice, la chambre au beau rivage, donc vraiment l'arrivée à Nice, hein. Matisse arrive au beau rivage en décembre 17, et ensuite pendant les quelques saisons qui suivent, hein, c'est l'hôtel Beau Rivage, l'hôtel de la Méditerranée, qui a disparu aujourd'hui, et seulement après, à partir de 21,
l'installation sur le cours Saléa. Alors, il adore ces chambres d'hôtel parce que ça lui donne des décors tout faits, hein. Il arrive dans des hôtels pendant la guerre qui ne sont pas des hôtels, c'est pas des palaces 5 étoiles, hein. À l'époque, le Beau Rivage, c'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est des hôtels qui ont déjà plus de 50 ans d'existence et on est dans la Première Guerre mondiale. Donc voilà, le décor n'est pas particulièrement frais. Et il adore ça parce que c'est des tentures, encore une fois, c'est des tapis, c'est des textures, c'est des tomates au sol qui lui permettent de beaucoup travailler l'aspect quadrillage au sol. C'est du mobilier un peu standardisé. Vous avez la commode, la coiffeuse avec le miroir, etc. Ça va lui permettre aussi de procéder comme ça par répétition de motifs. Et c'est la fenêtre ouverte sur la mer, le rideau. Là, vous voyez la fenêtre, c'est vraiment la mer, pardon, c'est réduit une sorte de timbre-poste, hein. Enfin, c'est un petit carré dans le tableau, mais néanmoins, si vous enlevez ce carré, bon, on suppose que la toile tombe, et c'est ce que Renoir va lui dire. La Méditerranée, ça offre aussi à Matisse l'occasion de rencontres, celle de Renoir, par exemple, aux Colettes. Et donc, il va apporter cette toile à Renoir aux Colettes, et Renoir, lui, le vieux Renoir, hein, qui est vraiment un maître pour lui. Et qui est très très âgé. Et donc Renoir lui dit, bon, tout ça c'est très bien, mais ce qui est fascinant dans votre tableau, c'est cette tringle à rideau noir, parce que c'est ça qui tient le tableau, qui structure. Et il dit, ça c'est un coup de génie. Et donc Matisse en est vraiment assez heureux. Matisse, en 1917, souvenez-vous, il est né en 1869, il a presque 50 ans. Il est déjà un artiste ultra établi, ultra renommé, pas ultra riche, mais déjà il a les moyens. Il décide lui-même de se mettre en fait, de se remettre en cause, de se remettre en question et de se mettre dans une sorte de difficulté, hein. Il arrive là à Nice comme un étudiant qui arriverait dans une chambre de bonne, en faisant ses études de beaux-arts, hein. Il est dans une petite chambre, seul, donc il y a quelque chose de très... Et il va voir les vieux maîtres, il y a quelque chose de très important aussi. Matisse, c'est pas du tout quelqu'un qui reste dans la facilité, contrairement à ce qu'on a pu d'ailleurs beaucoup lui reprocher. C'est quelqu'un qui se remet en question en permanence et qui vraiment rabat régulièrement les cartes. Et on le voit assez bien ici. Une autre grande fenêtre à Nice, celle du MoMA. Hein, toujours la présence du violon, alors cette fois-ci juste de la boîte à violon. L'apparition aussi ici de la lumière dans les balustrades de la fenêtre, hein, de nouvelles lignes obliques comme ça. Matisse va être fasciné par les persiennes en fait, parce que je l'ai dit en introduction, la lumière, c'est pas quelque chose de facile. Enfin, je veux dire, c'est aveuglant, c'est difficile. Il va vraiment l'apprivoiser. Et donc pour lui, le jeu des persiennes, au-delà du motif que ça peut lui inspirer, c'est vraiment une façon aussi d'apprivoiser tous ces jeux de lumière. Il écrit à un ami qui s'appelle Carco, il lui dit c'est absolument génial. Ces chambres d'hôtel à Nice, c'est comme un opéra avec des rampes de lumière sur la scène. En fait, il y a le soleil qui rentre par en dessous les persiennes et on a un truc qui est vraiment super. Vous voyez, bon, toujours aussi le miroir qui apparaît là. Très belle œuvre des galeries d'Écosse, d'Édimbourg. Là encore, on revient au poisson rouge avec le peintre qui se met lui-même en abîme dans sa propre peinture. Hein, Matisse va faire ça à de nombreuses reprises. Il se peint lui-même ici en train de peindre son modèle Antoinette. La mer, alors là, elle est même plus de façon frontale, hein, elle est dans le reflet du miroir avec le palmier. Une œuvre très importante, de grand format, y compris pour le travail sur le noir. Matisse est un peintre du noir, parce que le noir est une couleur lumineuse pour Matisse, et donc il travaille le noir avec des sous-couches de couleurs, et donc vous avez ici par exemple un noir avec des sous-couches de rouge, et donc qui est en réalité, alors ça se voit moins à l'écran parce que l'écran modifie un peu les couleurs, mais vous le verrez quand vous êtes devant cette œuvre au musée, c'est vraiment quelque chose d'assez beau. Alors d'autres grandes fenêtres à Nice, ici comme la grande femme au canapé, le divan de 1921.
du musée de l'Orangerie. On a une quinzaine de fenêtres à Nice, voilà, parce que c'était important d'en montrer beaucoup, de les montrer dans la même salle. Et donc on a une salle qui est consacrée à ces grandes fenêtres à Nice. L'intérieur à Nice, la Sieste, où vous retrouvez à peu près tout ce qui fait la peinture de Matisse des années 20. Le palmier, la persienne, les rideaux, les tentures, les tapisseries, les tapis. Et un autre chef-d'œuvre de Matisse de 1928, on est un tout petit peu après, là on est déjà sur le cours Saleya, on est déjà au dernier étage du cours Saleya. Vous retrouvez ce bandeau de mer derrière, le peintre qui se représente dans le miroir en train de se peindre. On n'est plus ici avec des verticales qui sont les voiliers, les mâts des voiliers, mais ici l'armature de la baie vitrée. Et ce modèle, caractéristique de la période des années 30 qui va arriver juste après, où Matisse ne peint même plus les yeux, le nez, la bouche, pour lui c'est pas important. Il dit si je focalise vraiment l'attention, encore une fois, du visiteur, du regardeur sur des détails, il va plus percevoir l'essence même de la toile. Et donc on a souvent à reprocher à Matisse une sorte d'inachevé en disant par exemple cette œuvre est inachevée, pas du tout. Pour Matisse, c'est quelque chose, c'est un travail qui est totalement abouti. Une autre femme à la fenêtre de 1921, le très beau vase, la nature morte au vase de Boston. On présente d'ailleurs le vase qui va avec. Et le vase qui va avec, c'est un vase andalou, c'est un vase que Matisse achète quand il voyage en Espagne en 10-11. Matisse aussi rapporte de ses voyages les objets que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est des caisses d'objets. Là, les verreries andalouses, il écrit à sa femme Amélie en disant, voilà, il les dessine d'ailleurs dans la correspondance, j'ai récupéré tel objet, j'ai acheté tel objet. Alors, il n'est absolument pas intéressé par l'aspect matériel au sens pécunier du terme. C'est vraiment, pour lui, des coups de foudre avec des objets. On le voit assez aisément ici avec ce vase, qui est assez... vous connaissez sûrement la chocolatière, par exemple, du musée, qui est un autre grand objet qui va peupler l'atelier. C'est des objets qui sont très anthropomorphes, qui ont des formes presque humaines, et il va vraiment en faire des portraits au même titre que ces modèles. Il est fasciné par la couleur de cet objet, par le vert, par la transparence de cet objet. Donc c'est un vase qui est très important pour lui. Vous le voyez ici, il joue avec la fenêtre, le rideau et le verre de l'objet. Il y a des parties qui sont plus noires en fonction de comment arrive la lumière dans le vase, etc. Et donc vous retrouvez cette composition, ce petit palmier, cette petite barque sur la mer, le cache-radiateur, la tapisserie. Alors, Cours Saleya, il a une tapisserie avec des très gros motifs floraux qui vont souvent, dans la peinture des années 20, se confondre avec les textiles et avoir un espace comme ça très unifié avec les objets, les textiles et les murs. Et un dernier nu de 1936. En 1936, on est dans une autre dimension. Le végétal fait son apparition dans l'atelier. On n'est plus du tout dans la petite fabrique orientale du début des années 20 à Nice, notamment quand Matisse déménage au Régina en 1938. Il y a des grands volumes, des grands espaces, et ça devient des ateliers très végétalisés, comme on peut le voir ici. Et justement, j'arrive à l'herbier méditerranéen, parce qu'on pouvait difficilement faire une expo sur la Méditerranée sans parler du rapport à la végétation. Alors le rapport de Matisse à la végétation, ça pourrait constituer plusieurs expositions en soi. Très belle œuvre prêtée par le musée Picasso, parce qu'elle faisait partie de la collection personnelle de Picasso. C'est une œuvre importante, c'est une œuvre peinte lors du premier séjour de Matisse au Maroc. Matisse séjourne 2 fois au Maroc. Elle est peinte pendant le premier séjour où il pleut. C'est une peinture d'atelier. On voit la fenêtre ici de l'atelier. La corbeille d'orange. Alors, Matisse découvre l'orange en Corse. Pareil, choc pour Matisse qui découvre l'orange en Corse en 1898. Non pas qu'il n'en avait pas vu avant, mais en tout cas, c'est quand même un fruit assez rare à l'époque. Et en avoir des corbeilles pleines et même les voir pousser, en fait.
Matisse, quand il arrive en Corse, je ne l'ai pas dit, mais enfin, et de façon générale, quand il observe la végétation, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la végétation pour elle-même, c'est la floraison, c'est l'éclosion. Et donc il va beaucoup observer, et même sur la longue durée, les arbres fruitiers, notamment en fleurs, jusque dans la fin des années 40, où il fait des grandes séries de pruniers en fleurs, par exemple. L'orange là, c'est la pomme d'or du jardin des Hespérides. Hein. Enfin, je veux dire, on retombe un peu dans toute cette mythologie. La nappe de la table, qui est elle-même très fleurie, avec un motif très végétal. Et donc, c'est une œuvre très très importante de 1912. Si vous isolez des parties comme ça, par exemple, le coin en haut à gauche, et que vous regardez de la peinture des abstraits américains des années 50, on est là-dedans. C'est aussi pour ça que Matisse a une fortune artistique extrêmement importante au XXe siècle. C'est que tous les grands artistes du XXe siècle, et y compris les grands artistes toujours aujourd'hui, vont regarder la peinture de Matisse et vont regarder aussi ces éléments-là, en fait, dans la peinture de Matisse. Alors, en parallèle, dans la salle de l'exposition, vous avez en vis-à-vis, la Nature morte aux oranges de 1912 et la grande nature morte aux grenades de la collection du musée de 1947, où là on est dans un motif beaucoup plus stylisé. On retrouve le palmier très stylisé et les grenades et les oranges sur la table. Si vous avez en tête Fleurs et fruits à l'entrée du musée, les gouaches découpées, les oranges de Fleurs et fruits, elles sont issues de toute cette observation pendant près de 50 ans. Alors, on présente aussi beaucoup de dessins dans cette section, et notamment un très beau dessin préparatoire pour la nature morte aux oranges. Noterez que Matisse a éliminé le chat dans la nature morte aux grenades. Donc, 1898, palmier en Corse. On voit l'évolution. La peinture corse, si vous ne savez pas que c'est du Matisse, honnêtement, vous présentez ça à quelqu'un, on ne jurerait pas forcément que c'est du Matisse. Hein. On est dans de la peinture post-impressionniste telle que plein de peintres de l'époque l'expérimentent. Néanmoins, la palette quand même s'éclaircit chez Matisse. Et le palmier devient un grand motif et que vous retrouvez ici 50 ans plus tard dans le jardin de la Villa Le Rêve, ici à Vence, très stylisé avec ces troncs de palmiers qui sont toujours faits de la même façon et les palmes aussi. Voilà, donc il y en a plusieurs. Très grandes peintures présentées dans l'exposition, très très rare, la Villa Bleue. Quand Matisse arrive en 17, juste le printemps d'après, en 18, il loue une villa au col de Villefranche, la Villa des Alliés. Et il adore cet endroit parce qu'il peut observer des grands pins maritimes, des pins parasols, enfin des arbres de très grande hauteur, et il peut observer le vent dans les arbres. Et donc vous voyez ici, on imagine assez bien le mouvement du vent dans ces arbres. Alors la Villa Bleue, c'est une villa qu'on a retrouvée. Je remercie ma collègue des archives municipales, Marion Duvigneau, parce que c'est une villa qu'on a cherché longtemps. C'est une série de 5 tableaux, hein, donc il y a 5 villas bleues chez Matisse, dont une très célèbre qui est à la Fondation Barnes à Philadelphie. Il se trouve qu'en fait cette villa a été détruite dans les années 70, mais enfin on a trouvé de très belles photos. C'est une sorte de villa néo-byzantine, etc., avec des tuiles vernissées bleues. Et on a même retrouvé des photos prises depuis une barque de Nice, et on la voit au loin parce que vraiment il y a une réverbération du soleil sur les tuiles, et donc on imagine que Matisse, qui était voisin de cette villa, a été assez fasciné en fait par cette architecture. Et puis on a chez Matisse un nombre incalculable de branches, d'arbres, de pruniers, de tout. Il fait, c'est vraiment un herbier. Hein. Matisse fait des listes de tous les arbres fruitiers, de toutes les plantes qu'il va pouvoir observer sur le pourtour méditerranéen. Et donc, il y a un rapport aussi très proustien chez Matisse, qui adore Proust, à la mémoire. Matisse est capable de redessiner une fleur, 10-15 ans après, parce qu'il se souvient d'abord de l'odeur de la fleur avant de se souvenir de la fleur. Donc il y a des écrits de Matisse comme ça assez intéressants. Beaucoup d'études de feuillage, ici une branche de prunier, ici une étude de lys.
Matisse, de la même façon qu'il aime être entouré par la mer, aime être entouré par la végétation. Il y a des photos des années 40 ou 50 où on le voit dans des jardins posé vraiment comme une fleur au milieu des autres. Et donc il adore ça. Et l'atelier de Nice devient quelque chose de très végétal, et il y a des monceaux et des monceaux de fleurs. Enfin, c'est assez drôle. On a récemment retrouvé les commandes de fleurs et les factures de fleuristes de la période de la fin des années 40 qui sont énormes en fait. Enfin, on a l'impression qu'il fait un mariage toutes les semaines. C'est vraiment, il est vraiment, voilà, même dans l'atelier, environné par le végétal. Et comme pour beaucoup d'entre vous, probablement vous êtes niçois, je signale cette étude d'Agave, qui est une étude qu'on a trouvée en faisant les recherches autour de l'exposition, qui nous intéressait beaucoup. C'est une très belle feuille, hein, de très beau format, 46-30. Là, on voit vraiment une observation de la nature par Matisse. C'est une feuille qui n'était pas datée. Et finalement, en faisant des recherches, on a daté cette feuille de 1905, en fait. Donc, c'est une étude très importante, puisque c'est probablement une feuille de Collioure, où Matisse observe des agaves, des cactus, des aloès dans les environs de Collioure. Des plantes grasses de façon générale. Et donc, on a proposé au collectionneur particulier qui la détenait de faire l'acquisition de cette étude de plantes qui vient d'être votée et soumise au conseil municipal. Et donc, on a fait rentrer cette étude de plantes grasses dans les collections municipales, que vous pouvez voir du coup dans l'exposition. Et l'aspect végétal, hein, qui se retrouve jusque dans les vitraux de la chapelle de Vence. Les vitraux de la chapelle de Vence, les motifs qui sont bleus, c'est des figuiers de Barbarie. Donc il y a beaucoup de dessins des vitraux où Matisse vraiment dessine d'abord des figuiers et ensuite les applique sur les vitraux. Mais donc la chapelle de Vence, c'est un peu une synthèse, hein, parce que c'est les palmettes issues des algues de Tahiti, c'est les cactus de la Méditerranée, enfin comme ça beaucoup de références. Et je ne l'ai pas dit, mais Nice offre aussi à Matisse une sorte de synthèse en fait de ce qu'il a vu en Méditerranée. Matisse, il découvre Nice finalement après la plupart des voyages méditerranéens, et Nice, ça lui offre en fait un atelier synthèse, parce qu'il arrive à y mettre tout ce qu'il a découvert en Méditerranée. Il adore la lumière de Nice parce que ce qu'il adore, c'est la même chose que vont adorer tous les cinéastes, etc. C'est la constance de la lumière à Nice, en fait. C'est pas... il dit, j'aurais pu trouver la lumière de Nice dans beaucoup d'autres endroits du monde. Ce qui m'intéresse, c'est sa constance, etc. Parce que pour peindre une œuvre plusieurs jours de suite, il faut la peindre sous la même lumière et sous les mêmes cieux. Et donc, c'est ça qui va l'intéresser. Aragon dit beaucoup... donc, en dehors de cette constance de la lumière, Aragon dit de Matisse, il va trouver à Nice toutes les poussières du monde. Et finalement, Nice est aussi une ville collage, une ville d'architecture totalement folle, une ville où beaucoup d'étrangers sont arrivés au début du siècle, ont construit des folies architecturales, ont influencé beaucoup de choses dans la ville. Quand on se promène à Cimiez ou dans d'autres quartiers de la ville, on peut découvrir des villas mauresques comme Matisse a pu en découvrir ailleurs au cours de ses voyages, etc. Donc finalement, ça lui offre une sorte de laboratoire synthèse de ce qu'il a pu voir auparavant. Et Nice, contrairement... Alors, il n'est toujours pas en vacances à Nice, hein, je le répète, mais contrairement à Collioure ou à Saint-Tropez, par exemple, Nice n'est pas un village. Et donc Nice évidemment, c'est une capitale internationale de villégiature, et donc il y a des cinémas, il y a des théâtres, il y a un opéra, il y a la proximité avec Monte-Carlo aussi pour les ballets, il y a une vie culturelle. Alors Matisse n'est pas du tout un mondain, il déteste les mondanités, il ne participe pas aux mondanités quand il est à Nice, mais en tout cas, il a une vie culturelle aussi qui est essentielle pour lui. Il va voir des spectacles de danse moderne. Enfin, on n'imagine pas aujourd'hui, mais je veux dire des établissements comme le Palais de la Méditerranée dans les années 30. Enfin, c'est une programmation ahurissante de danse moderne, enfin, de beaucoup de concerts, de choses comme ça. Et donc, c'est important de le souligner.
Alors, un voyage, on aborde beaucoup dans l'exposition les voyages physiques de Matisse. Il y a un voyage que Matisse ne réalise pas, c'est le voyage en Grèce. C'est assez étonnant. Il est ami avec beaucoup de collectionneurs grecs, avec les grands éditeurs grecs comme Thériade par exemple, avec qui il entretient des liens très étroits. Il s'intéresse énormément aux découvertes archéologiques grecques. Et donc finalement, on a une Grèce qui est une Grèce rêvée, une Grèce fantasmée, mythologique, et notamment une Grèce antique, préclassique, qu'il explore pendant la Seconde Guerre mondiale surtout. La période de la Seconde Guerre mondiale est une période très très compliquée pour Matisse d'un point de vue moral. Amélie, sa femme, Marguerite, sa fille, son fils Jean sont engagés dans la résistance. Matisse Amélie et Marguerite se feront arrêter par la Gestapo. Il n'a pas de nouvelles. Enfin, c'est une période très complexe pour lui à gérer. Et il continue inlassablement à travailler, à Nice d'abord et à Vence ensuite. Et donc, il va explorer plein de mythes grecs qu'il va illustrer, notamment dans des livres. Ça se voit beaucoup dans les livres illustrés. Donc, vous avez un exemple ici avec Pasiphae de Monterland. Monterland lui propose pendant la guerre d'illustrer Pasiphae, le mythe de Pasiphae. Et donc, vous avez quelques planches ici de ce livre illustré en linogravure. Le mythe de Pasiphae, ça lui donne l'occasion notamment d'explorer des motifs comme celui du taureau, etc., qu'on va retrouver dans d'autres œuvres de la même époque. Donc, vous en voyez deux ici, un ici. Des nombreuses études de taureaux. On montre cette belle feuille dans l'exposition. Et puis, ici, un extrait de la revue Cahiers d'Art, qui est une grande revue qui paraît dans les années 30 en France. Matisse est très au fait des découvertes archéologiques, il suit ça avec beaucoup de passion. Et vous le voyez, certains motifs, comme la spirale qu'on retrouve sur des vases grecs préclassiques, est tout à fait exploité par Matisse dans des couvertures de revues des années 40. D'autres grandes figures de l'Antiquité, la Vénus sortie des eaux, etc., avec la Vénus ici, les deux Vénus à la coquille, Vénus 1 et Vénus 2 en sculpture pour Matisse. On montre quelques sculptures de la collection de sculptures du musée. Je rappelle que Matisse n'est pas qu'un peintre, il est un dessinateur, il est un graveur, il est un illustrateur de livres, il travaille la céramique, le vitrail, il est un sculpteur, et donc c'est un artiste extrêmement complet qui est passé dans la postérité comme un peintre et un grand maître de la couleur, ce qu'il est évidemment, mais ce qu'il faut toujours rappeler, que c'est beaucoup plus vaste que ça, et un certain nombre de nus accroupis qui font d'ailleurs référence aussi bien aux Vénus antiques qu'aux baigneuses, par exemple, de sa propre œuvre qu'on a vue au début. Alors Matisse collectionne lui-même, dans sa collection d'objets, des pièces antiques, comme le torse grec ici, et notre fameux kouros de Delphes, qui est un moulage du kouros de Delphes, en l'occurrence, du couple Cléobis et Biton. Matisse commande au Louvre dès le début du siècle, dès que l'atelier de moulage propose à la commande le kouros archaïque. Il en commande un qui a beaucoup souffert. Vous voyez, la tête est assez creusée parce qu'en fait, il l'a gardé dans son jardin à l'extérieur, à Issy-les-Moulineaux, pendant plusieurs années. Et donc, le kouros a beaucoup souffert des intempéries, mais depuis qu'il est au musée, il est à l'abri. Et en tout cas, Matisse, c'est un objet fétiche pour lui. Il adore le dos du kouros, qui va avoir d'ailleurs une importance dans la création des propres dos en sculpture de Matisse. Et c'est des objets qui deviennent des compagnons de route. C'est pas juste une statue qu'on pose comme ça dans un atelier. Enfin, faut lire la correspondance de Matisse qui s'inquiète au début de la Seconde Guerre mondiale que le kouros soit à Paris et pas à Nice, et qui organise le déplacement en train du kouros, etc., pour l'atelier du Regina. Et le kouros devient une grande figure qui accueille le visiteur dans l'atelier du Regina. L'atelier du Regina, c'est un atelier avec des immenses dimensions. Les portes d'entrée de l'appartement sont gigantesques.
Et du coup, quand vous ouvrez la porte du Regina, vous avez le Kouros devant vous. Et donc Matisse s'amuse à beaucoup des visiteurs qui arrivent dans son atelier et qui découvrent cette sculpture. Il illustre aussi les poèmes de Ronsard, hein, bon, évidemment de la poésie médiévale, mais il y met quand même un certain nombre de références antiques. On retrouve ces figures de Vénus à la coquille, les faunes chantant, les sirènes avec des queues qui se terminent en pattes de faune. Ici, les illustrations de Mallarmé avec toujours des éléments, par exemple, comme les colonnes ou les nymphes et les faunes qu'on retrouve dans le grand carton de tapisserie Nymphes et Faunes, qui est voilà, une des œuvres phares de la collection du musée. J'en arrive à notre deuxième partie sur les baigneuses. Les baigneuses, cette fois-ci, plus modernes. Alors, vous avez ici une linogravure de 38 qui s'appelle Juan Lépin. C'est une série où il nomme ses linogravures Collioure, Jean Lépin, Le Plongeon, La Nuit, Nocturne, etc. Et donc vous voyez ici d'un trait de stylet. Alors on est c'est des linogravures, hein, donc on est dans du lino noir, et donc avec un trait, on incise comme ça le lino, et on a une baigneuse ici totalement simplifiée. Hein, ça devient vraiment parfois seulement juste un trait. Le rapport aussi à la couleur positif, négatif est très important quand on voit d'autres ici, le plongeon. Quand on voit une gouache découpée, par exemple de 52 ici, la baigneuse dans les roseaux. Vous avez peut-être en mémoire celle qu'on a vue tout à l'heure, hein, la grande baigneuse bleue du MoMA, où la mer était autour de la baigneuse. Là, vous avez carrément la mer qui rentre à l'intérieur de toute la série des nus bleus, de tous ces nus féminins deviennent aussi des espèces d'éternels méditerranéens comme ça, où le corps de la femme devient presque une allégorie aussi de la Méditerranée. Une belle gouache découpée de la collection qu'on sort très très peu parce qu'elle est très fragile, donc elle est présentée cet été pour Matisse Méditerranée. Et évidemment, alors la céramique de la piscine que vous connaissez, mais qui au musée cet été, du coup, vient vraiment très à propos dans l'exposition. Hein. Encore une fois, Matisse, empêché à la fin de sa vie et ne pouvant plus aller nager, ce qu'il a toujours adoré faire, se recrée un environnement de papier dans l'atelier et dit lui-même, voilà, je peux plus aller nager, mais la mer vient autour de moi. Et ça, c'est assez important. Il observe beaucoup les nageuses et les nageurs hein, dans les piscines de la Côte d'Azur, la piscine de l'Eden Rock, toutes ces grandes piscines de Antibes à Cannes en passant par Monaco qu'on a construit dans les palaces, qu'on a construit dans les hôtels, où il va observer tous ces motifs de baigneuses et de danseuses. Donc vous le savez, la gouache d'origine de la piscine est au MoMA, et le musée a reçu en donation en 2012 l'édition en céramique de la piscine. Et la vague, évidemment, qui est une autre grande œuvre de Matisse de la fin de sa vie, de la période des gouaches découpées. Assez importante, finalement, Matisse, qui est devenu lui-même, en fait, un emblème méditerranéen. En fait, il est devenu lui-même un phare méditerranéen avec ce type d'œuvre. Et donc, on présente aussi la vague cet été au musée. Une petite photo qu'on présente dans l'exposition, qui est une photo de Charles Delius de 1900, du début des années 30. Ici, juste après, vous voyez le château de l'Anglais qui est là. C'est le type de baigneuse, de plongeuse que Matisse voit quand il est au club nautique le matin en train de faire de l'aviron. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il n'invente pas, c'est vraiment des femmes qu'il voit dans son quotidien. J'ai oublié le titre de ce dernier chapitre qui s'appelle Le bestiaire marin, où vraiment on va terminer l'exposition sur tout l'aspect faune marine qu'on découvre dans l'œuvre de Matisse. Il y a un objet star qui devient vraiment un fétiche de l'atelier dans les années, tout début des années 40. C'est un gros coquillage que Matisse rapporte de Tahiti et qui va peupler en fait les œuvres et les natures mortes, notamment de la fin de la vie de Matisse. Gouache découpée très importante qu'on présente dans l'exposition. C'est en réalité une sorte de matrice en fait des gouaches découpées, puisque pour réaliser une nature morte à la fin des années 40, que Matisse n'arrive pas
à concevoir, il a un blocage, il cède en fait des objets de sa nature morte qu'il découpe dans des feuilles de papier, qui tend les deux traits noirs ici, en fait, c'est des fils. Donc c'est des fils qui sont tendus sur la toile, des cordelettes qui sont tendues sur la toile, et il va faire bouger en fait les objets avec les cordelettes pour structurer l'espace de sa peinture. Et finalement, ce qui est devenu, ce qui est là une sorte d'outil très technique, très prosaïque pour réaliser une peinture, va devenir une technique à part entière, celle des gouaches découpées. Une autre grande nature morte qui est prêtée par le Centre Pompidou et qui est présentée dans l'exposition, la grande nature morte au Magnolia, où on retrouve ce gros coquillage et le travail sur le rouge qui est très très important. C'est une œuvre importante pour Nice, puisque Matisse, bien qu'il soit habitant et créateur à Nice depuis 1917, la rétrospective, la première rétrospective, encore qui n'est pas une rétrospective, la première exposition de Matisse à Nice, c'est 1946. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les Niçois en fait découvrent l'œuvre de Matisse. Et Matisse présente notamment cette œuvre qui est une de ses œuvres préférées. Il est interrogé souvent par la presse à la fin de sa vie et il dit, si je devais citer une œuvre, ce serait probablement la nature morte au Magnolia. Ça déclenche une sorte d'hystérie dans Nice. Il y a des débats dans la presse qui sont organisés pour ou contre Matisse. Est-ce que Matisse est une escroquerie, etc., etc. Il y a même un visiteur qui vient s'attaquer à cette nature morte au Magnolia pendant l'exposition. On retrouve donc ce qu'on a vu au fil de l'exposition, le vase andalou, le coquillage, par exemple, ici, dans plusieurs dessins qui représentent l'atelier du Regina. Et donc vous voyez tous ces objets qui sont ici, le coquillage, le pichet paysan, la chocolatière, la tasse, les grenades, le pichet à gaudron, le vase chinois, le vase vert, le coquillage et le chaudron qui sont ici photographiés par Hélène Adam. Et donc on a la chance de conserver ces objets dans la collection qui sont présentés dans l'exposition. Petite anecdote, en 1951, et ça fait partie de la joie de faire des recherches autour d'une exposition. En 1951, Matisse ne va plus nager, n'a plus l'occasion de voir des coquillages, etc. Il téléphone au musée océanographique à Monaco pour voir les coquillages au musée océanographique à Monaco. Et on a une des visites qui est très bien reprise et racontée en fait dans le bulletin du musée océanographique de Monaco. Et donc on peut suivre comme ça toute la visite de Matisse au musée à Monaco. C'est repris ensuite dans la presse, dans Nice Matin, etc. Et finalement, on a réussi avec le conservateur des coquillages au musée océanographique à comprendre ce que Matisse avait vu pendant sa visite au musée océanographique. Et donc il voit notamment toutes les vitrines de coquillages coupés, les coquillages scientifiques qui permettent aux scientifiques de voir l'intérieur des coquillages. Et alors pour lui, c'est super fascinant parce que lui qui adore l'arabesque, qui adore les formes du coquillage, il va pouvoir en plus voir l'intérieur des coquillages. Donc il y a toute une journée comme ça qui s'organise avec lui au musée océanographique. Et on présente dans l'exposition une série de carnets et de dessins de coquillages. Et un autre objet star que vous connaissez, c'est le fauteuil rocaille qu'on voit ici. Tout cet ensemble de mobilier vénitien qui est très en vogue au 19e. Il y a beaucoup d'ébénistes à Venise qui fabriquent ça. Un fauteuil vraiment directement, qu'on appelle du mobilier grotte. Les dossiers, les sièges sont des coquilles Saint-Jacques, les pieds sont des hippocampes, les accoudoirs sont des dauphins, des sortes de dragons marins. Et donc Matisse en découvre tout au début de la Deuxième Guerre mondiale un ensemble chez un antiquaire de Nice qu'il va vraiment acheter et qui vont devenir pour lui un objet tout à fait fascinant qu'il réalise en portrait dans ce grand portrait de 1946. Et puis le bestiaire marin, ça s'incarne évidemment, on l'a dit, dans la gouache découpée. Et la gouache découpée, là encore, comme la piscine, ça va devenir un environnement totalement immersif. C'est pas seulement la technique, il y a aussi
un assemblage et des accrochages de Matisse de ses propres gouaches découpées dans tous les ateliers. Ici, on est dans l'atelier de la Villa Lorève à Avance. Et donc, vous voyez que les gouaches découpées sont installées du sol au plafond. Et donc, il y a vraiment quelque chose de totalement immersif dans cet univers de vagues, d'algues, de poissons. Vous en voyez, par exemple, les deux petits poissons ici. Donc, c'est un environnement qui est très important pour lui. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui.